J'en profite d'abord pour remercier Fabien Vallos ainsi que les étudiants et les équipes de l'école pour leur accueil et leur invitation. Avant. Je vais vous présenter et soutenir un concept de montage organique, dont les enjeux, je pense, rejoindront indirectement les questions de ce colloque et reprendront d'ailleurs quelques points qui ont été abordés ce matin. Avant d'introduire ce concept de montage organique, je vais commencer par faire quelques rappels historiques qui me semblent nécessaires pour comprendre ce contre quoi j'aurais travaillé. Mais encore avant cela, je voudrais préciser une dernière chose. Mon intervention va se livrer à un double exercice, un exercice de contraction, de résumé, pour faire passer en 20 minutes ce que j'entends par montage organique, et un exercice de décontraction, pour laisser des champs d'application et d'expérience divers. Cela, je pense, expliquera l'allure de mon propos. J'en viens donc à ce que j'ai désigné comme un rappel. Pour Roger de Pile, théoricien de la peinture de la fin du XVIIe siècle, la première partie du travail du peintre devait être nommée composition et être divisée en deux opérations successives, l'invention et la disposition. L'invention signifiait alors la sélection, au sein d'une sorte de réserve, des éléments convenant au sujet à représenter, et la disposition avait la charge d'organiser avantageusement ces éléments selon les règles d'une économie. En définissant ainsi la composition, Roger de Pile faisait appel à deux concepts qui sont de la plus longue histoire en matière de rhétorique. Il rappelait, dans le domaine de la peinture, deux opérations dont Cicéron avait déjà donné les définitions alors qu'il exposait les deux premières parties du travail de l'orateur. L'influence qu'aurait eue la tradition rhétorique dans la définition de la composition doit nous rendre sensibles à trois de ces caractéristiques. D'abord, bien que le peintre commence par la composition, celle-ci ne relèverait donc pas à proprement parler du fait pictural. Elle donne bien sa direction au dessin et au coloris, mais sans finalement se distinguer de ceux-ci et sans se révéler dans l'aspect de l'œuvre. Ensuite, les opérations d'invention-disposition doivent attirer notre attention sur le fait que la composition est considérée comme étant au service d'un sujet à représenter, c'est-à-dire d'une commande qui doit elle-même être clairement identifiée. Et enfin, lorsque Roger de Pile écrit que l'invention, par quoi commence la composition, trouve avec convenance, au sein d'une provision, les objets dont le peintre se sert pour exprimer son sujet, il signale que le peintre doit s'être préalablement constitué une réserve d'idées. Au moment de l'invention, le peintre, comme l'orateur, devrait être capable d'exprimer son sujet à partir d'une matière qu'il a cultivée et qu'il maîtrise. La composition serait donc modérée par deux préalables, l'identification d'un sujet à représenter, la commande, et la formation d'une réserve des choses à inventer. Si j'introduis mon propos en faisant référence à Roger de Pile, c'est parce que cette façon d'expliquer la composition en termes d'invention et de disposition peut nous mettre au clair avec des œuvres qui ne se trouvent pas a priori concernées par les enjeux de la composition. C'est le cas finalement de toute une part de la production contemporaine, qui sous le nom de montage reconduit ces principes de procédure. La photographie de Jeff Wall, Morning Cleaning, en est un exemple. Vous connaissez sans doute cette photographie. C'est une photographie de l'intérieur du pavillon allemand de l'exposition internationale de 1929, dans lequel on peut voir au fond de la pièce un homme laver les vitres. Pour la réalisation de cette photographie, Jeff Wall a effectué différentes prises de vue et a ensuite procédé à un montage sur ordinateur. Il explique qu'il a travaillé de cette façon car il lui était impossible de rassembler au sein d'une même prise de vue la lumière matinale qu'il voulait, la profondeur de champ qu'il désirait et la parfaite netteté du personnage. Il a donc fait différentes photographies en se concentrant tantôt sur l'intérieur, tantôt sur le laveur de vitres, tout en prenant soin à ce que la lumière des différentes images puisse concorder. En travaillant de cette manière, Wall a reconduit les principes d'invention-disposition dont je viens de parler. Il s'est constitué une réserve de photographie au sein de laquelle il a sélectionné, c'est-à-dire inventé, les images convenant à des critères prédéfinis pour les combiner, c'est-à-dire les disposer, avec harmonie, afin de produire l'effet du tout ensemble dont parlait Roger de Pile. Autrement dit, le montage tel qu'il est employé dans cette image est convaincant, dissimulé dans l'aspect, et ses opérations sont modérées ou retenues par un certain nombre d'attendus et de règles. Si sous le nom de montage, nombre d'œuvres contemporaines, je viens de parler de photographie, mais nous pourrions parler de littérature, de cinéma, reconduisent les principes de procédure de la composition classique,
Il en est d'autres, moins nombreuses, qui procèdent, c'est-à-dire qui montent ou qui composent différemment. Je n'entends donc pas aujourd'hui soutenir que nous devrions faire table rase de toute opération de montage, mais mettre en évidence à travers cette question que l'art ne va pas sans modalité et faire l'éloge d'un certain mode de montage, pour ainsi dire moderne, qui se sera effectué en dépit des méthodes défendues par les classiques. J'ai commencé par dire que j'allais soutenir un concept de montage organique. Je dois donc m'expliquer sur cette notion d'organique et exposer les raisons qui me permettent de qualifier ainsi un montage qui ne serait pas classique. Je tiens pour moderne un mode de montage qui ne verrait pas ses opérations modérées sous l'autorité de ce que Jacques Rancière a appelé un texte, ou de ce que Youssef Ishaqpour désigne comme un édifice. Autrement dit, un mode de montage qui ne serait pas soumis à ce que j'ai nommé plutôt un préalable, et qui ne procéderait pas par surdétermination de ses opérations. Si je peux qualifier d'organique un tel montage, c'est à la condition de se référer à la signification que le mot organique aura eu dans quelques textes de Laszlo Moholy-Nagy et Frank Lloyd Wright, si ma prononciation passe. N'ayant pas le temps de détailler précisément ce qui se trouve dans leurs textes, je résumerai leurs propos en disant qu'est organique ce sur quoi nous n'avons pas la main. Ce qui, pour Moholy-Nagy, se dégage nécessairement, ou ce qui, pour Frank Lloyd Wright, est intrinsèque. J'espère que cette courte définition suffit à faire entendre qu'organique ne signifie pas organisateur. Il y a là une distinction essentielle, car si le montage non classique est organique, c'est parce que les parties qui le constituent ne sont pas ordonnées depuis l'extérieur. C'est parce qu'il n'y a pas d'organisation planifiée. Ainsi, les singularités des parties arrangées perdurent au sein du montage. Les composants ne sont pas accaparés dans un ordre homogène ou harmonieux, leur réunion ne se fait pas unité. Partant de ces quelques remarques, et gardant à l'esprit que l'art ne va pas sans modalité, le montage organique peut être défini sans qu'il ne soit nécessaire de rejeter tout ce qui aura été dit par les classiques. Il est possible d'entendre autrement les concepts d'invention et de disposition, et de conserver en conséquence ce couple conceptuel pour le caractériser. Je dirais même que la reprise du vocabulaire de la tradition peut nous être utile, car elle est l'occasion d'associer aux notions d'invention et de disposition des significations nouvelles, modernes, non restreintes au seul champ du montage. Remarquons alors, concernant la notion d'invention, que le processus de reprise est déjà bien engagé. Je reviendrai sur cette question par la suite, mais notons déjà que lorsque nous disons invention, dans notre langage usuel, nous ne voulons pas dire ce que les classiques disaient lorsqu'ils prononçaient ce même mot. Et concernant la disposition, constatons peut-être à l'inverse qu'il reste bien du travail. Car si, comme nous allons le voir, le mot disposition veut ou aura voulu dire économie, alors sans doute sommes-nous toujours dans l'attente d'une compréhension moderne de la disposition. Reprenons donc maintenant chacune de ces deux notions afin de voir comment elles pourraient s'accorder avec l'absence de préalable qui caractérise le montage organique. Mais ne commençons pas par l'invention, procédons pour ainsi dire en sens inverse. Lorsque Roger de Pile écrivait, je le cite, « L'économie et le bon ordre est ce qui fait tout valoir », il laissait entendre une prévalence de la disposition sur l'invention. C'est donc par la disposition qu'il faut commencer, car si la disposition tient ou retient l'invention, ce ne sera qu'après avoir introduit des espaces d'ouverture au sein de la disposition qu'il sera possible de travailler sur ou avec l'invention. Que signifie introduire des espaces d'ouverture ? Il faut se rappeler ce qui est impliqué dans la notion classique de disposition pour le comprendre. Nous savons, au moins depuis les travaux de Giorgio Agamben, que les mots disposition et économie sont liés, que la généalogie du terme disposition renvoie à la notion d'économie. Selon des modalités qu'il faudrait préciser, le terme latin dispositio, à l'origine des mots dispositif, disposition, a servi à traduire le mot grec oikonomia. Il est pour ainsi dire devenu son équivalent et a fini par hériter des complications sémantiques portées par l'oikonomia. Qui voudrait donc saisir ce qui est impliqué dans la notion de disposition devrait s'intéresser à l'histoire sémantique du terme économie. Faute de temps, je me contenterai ici d'en résumer deux moments essentiels pour les questions qui nous occupent. D'abord, étymologiquement, économie signifie administration de la maison. Si cette restriction à l'oikos, c'est-à-dire à la maison, à la demeure, est capitale, c'est à la condition de se rappeler l'opposition d'usage chez Aristote entre l'oikos et la police. Dans la politique, il expliquait que l'oikos demande une unité
alors que la police assume une multiplicité. Ainsi, l'économie devrait être considérée comme une activité de gestion d'une unité. Ensuite, je me réfère à nouveau aux travaux d'Agamben, nous connaissons l'importance qu'aura eu le terme économie dans la théologie chrétienne. Je résume à nouveau. Alors qu'au IIe siècle, d'aucuns voyaient dans l'élaboration du dogme trinitaire la menace d'un retour au polythéisme, quelques théologiens trouvèrent dans le rapatriement du mot économie un moyen de concilier trinité et unité divine. Selon eux, Dieu pouvait être unique quant à sa substance et triple quant à l'activité d'administration de sa création, quant à son économie. La fracture du monothéisme fut ainsi déjouée, mais la doctrine de l'économie introduisit cependant une séparation entre être et praxis. Et avec cette séparation, la praxis elle-même apparut comme mystérieuse. L'agir n'ayant plus son fondement dans l'être, il était nécessaire pour assurer le gouvernement divin d'en cacher son origine, c'est-à-dire d'instaurer en principe, selon l'expression d'Hippolyte et de Tertullien, le mystère de l'économie. Une lecture détaillée des textes de Roger de Pile montrerait que la disposition en peinture abrite la mémoire de la notion d'économie. Et parmi les aspects de cette notion qu'elle reconduit, c'est la séparation entre être et praxis, c'est-à-dire entre projet et exécution, qui se présente le plus immédiatement contraire à la qualité d'organique. Le problème de cette notion de disposition, de cette conception de la disposition, c'est sa nature stratégique, que j'associe pour ma part à un caractère systématique. C'est qu'elle produit elle-même ses espaces d'action, qu'elle est gestionnaire d'une fin déterminée et qu'elle retient ou empêche en conséquence un certain nombre de possibilités. Ce qu'il faudrait donc arriver à penser, dans l'optique d'une redéfinition de la disposition, c'est, peut-être paradoxalement, une disposition qui ne soit pas économisée. Il me semble que la notion de désœuvrement, telle qu'elle apparaît dans les textes de Jean-Luc Nancy, est déterminante pour y réfléchir. Dans la communauté désœuvrée, cette notion est associée à ce qui résiste au programme ou aux définitions. Le désœuvrement, écrit Nancy, donc je le cite, est offert là où l'écriture n'achève pas une figure ou une figuration et par conséquent n'en propose pas ou n'en impose pas le contenu ou le message exemplaire. Il s'agit ainsi de supporter une certaine absence de finalité ou un inaccomplissement, non pour retenir ce qui pourrait arriver, mais au contraire, je le cite à nouveau, laisser se dire quelque chose que personne, aucun individu, aucune parole ne pourrait dire. Penser la disposition comme espace de désœuvrement demande de revenir sur toute une logique d'instrumentation des opérations effectuées. Ce qui était, chez les classiques, l'accomplissement d'un dessein de contrôle, se convertit alors en un travail d'articulation. Pensée en ces termes, la disposition opère sans assujettir ce qu'elle dispose. Ce qu'elle montre ne la précède pas. Ces opérations ne sont pas planifiées. Dans un vocabulaire emprunté à Nancy, il s'agirait de dire qu'elle interrompt la pensée mythique, qu'elle interrompt ce qui réglait ou régulait ces opérations, et qui en faisait ainsi l'instrument d'un système de finalité. Cette modalité de la disposition ne consisterait pas à ce qu'il y ait une unité, mais seulement un arrangement de parties démarquées et exposées les unes aux autres. Et avec elle apparaîtrait alors un champ de découverte, la formation de correspondances imprévues entre les parties rassemblées. En somme, une telle disposition ne dissimulerait pas son jeu dans l'aspect de l'œuvre, elle ne serait pas convaincante. Tout cela permet de remonter donc à la notion d'invention et indique la nécessité de redéfinir cette partie de la composition ou du montage hors de ces normes classiques. Je vais rappeler ces normes très rapidement. Donc, selon ces normes, l'invention était une compétence. Oui. Cicéron reconnaissait là une opération demandant jugement et application. Pour lui, au moment de l'invention, l'orateur devait identifier la question générale contenue dans la cause à plaider et sélectionner en conséquence, au sein d'une réserve de lieux déterminés, les arguments qui, je me répète, conviennent. Ayant rappelé cela, je dois préciser ce que j'ai introduit tout à l'heure concernant la redéfinition de cette notion. Pareille conception de l'invention ne correspond pas à la signification que nous lui attachons aujourd'hui. Invention ne se traduit plus par sélection. Mais cela ne signifie pas que ces procédures classiques ne sont plus d'actualité. Au contraire, nombre de montages, voyez Jeff Hall, y tiennent encore. Critiquant de telles méthodes, je propose d'une certaine manière de soutenir une position inverse.
c'est-à-dire de tenir au nom d'invention pour définir la première partie du montage organique, mais de tenir à ce nom selon sa signification contemporaine, de nous laisser, pour ainsi dire, emporter par l'évolution sémantique de ce terme. Suggérant cela, j'ai indiqué de fait un champ de travail, car si nous pouvons nous entendre pour dire qu'aujourd'hui le mot invention ne se traduit plus par sélection, une part de sa définition reste néanmoins sujette à discussion. Demandons-nous alors en quoi consisterait maintenant une opération d'invention. Sur cette question, le travail des encyclopédistes peut fournir quelques repères. Dans son article sur l'invention, Louis de Jaucourt expliquait qu'une invention est, je cite, « redevable au temps, au pur hasard, à des conjonctures heureuses et imprévues ». Et il renvoyait le lecteur à la définition de la découverte en indiquant que ces deux termes sont assez synonymes. D'Alembert, appliqué quant à lui à définir la découverte, précisait qu'une invention est une découverte moins considérable. Alors que la découverte demanderait du génie, l'invention serait le fruit du hasard. Elle serait, toujours d'après d'Alembert, offerte à ceux qui ne la cherchaient pas. Et il serait difficile de savoir à qui l'attribuer. Il y a dans ces définitions une compréhension de l'invention qui ne semble pas être immédiatement l'affaire de compétences. À l'inverse du sujet catégorique décrit par Cicéron, l'être à l'invention des encyclopédistes ne maîtrise pas l'issue de ses opérations. Il ne sait pas tout ce qu'il fait. L'invention serait portée par le temps et le hasard, et non par l'apprentissage et l'expérience. Reste à savoir maintenant quelles conséquences, pour la première partie du montage organique, peuvent avoir ces quelques éléments de définition. Pour y réfléchir, je vais mentionner un dernier texte. Dans La Scène, alors qu'il théorise sa pratique d'écriture, Francis Ponge expliquait qu'il a, en un premier temps, rassemblé le plus largement possible des connaissances sur chaque sujet qu'il allait traiter, afin d'obtenir, je le cite, un conglomérat neutre, dépourvu de toute tendance ou résonance morale propre à offusquer les vérités nouvelles et inouïes. Tout est dans ce nom de conglomérat neutre. Car même si le mot invention n'est pas chez Ponge, nous reconnaissons ici la description de son opération. Et en parlant de conglomérat neutre, Ponge indique que l'invention est incertaine et qu'elle attend la formation d'un matériau désordonné. Ce que Ponge désigne comme un rassemblement de connaissances s'effectue donc avec le moins d'intention ou de prévision possible. Son invention n'est pas évaluée selon une convenance éventuelle, elle ne vient pas étayer un propos décidé, et en cela elle augmente son champ. Afin de rassembler mon propos, je dirais que l'invention chez Ponge adopte les procédures décrites par les encyclopédistes. Ce qui soutient ici sa conception, c'est paradoxalement le recul de la part active du sujet inventant. Il apparaît clairement que celui-ci ne s'y applique pas à la manière des classiques. Il n'est plus remarquable par ses qualités, son jugement n'est plus aussi déterminant. Au moment de l'invention, l'auteur ou l'artiste ferait ainsi l'expérience d'une certaine perte de sa souveraineté, d'une perte ou d'un recul de sa souveraineté qu'il assume. L'invention, ce serait ce qui arrive au-devant de nous, ce que nous ne possédons pas. Une telle définition de l'invention doit alors nous rendre attentifs à la proximité qu'elle entretient avec la notion d'accident. Travailler avec l'invention qui, je le répète, arrive et la faire accoucher de quelque chose dont elle serait elle-même porteuse, voilà une définition du montage organique. Une autre manière de se prononcer serait de dire qu'il s'agit, avec ce montage, de découvrir l'invention par la disposition. Il me semble qu'il y a là la possibilité d'ouvrir un espace de travail non programmable, c'est-à-dire qui ne s'économise pas, c'est-à-dire encore attentif aux conduites techniques mêmes, et ainsi opposé à toute une tendance attendant l'exécution d'opérations idéologiquement devancées. Je vous remercie. Dans les temps.